J'ai 58 ans. J'ai toujours pensé être une femme attentive, une de celles qui remarquent les détails. Mais ce matin-là, le relevé bancaire me fixait comme s'il attendait que je comprenne enfin. Un seul et même virement, la même adresse, 30 ans, sans interruption, pour un appartement dans lequel nous n'avions jamais vécu. Au début, j'ai cru à une erreur administrative. Ces choses-là arrivent. Les banques se trompent, les systèmes dupliquent les paiements. Mais en vérifiant les archives, j'avais conservé les relevés papier des premières années, ceux qu'on rangeait dans des classeurs gris. J'ai constaté la même régularité, mois après mois, année après année, comme une respiration invisible de notre budget. Je me suis demandé pourquoi je ne l'avais jamais remarqué avant. Peut-être parce que sont finis par ne plus regarder ce qui est stable, ce qui ne pose pas de problème. Mon mari s'occupait des comptes depuis toujours. Je n'avais jamais eu de raison de douter. Mais ce jour-là, quelque chose s'est déchiré dans ma certitude. Pas brutalement, plutôt comme un fil qu'on tire et qui défait tout le tissu. J'aurais pu lui demander. C'était la chose logique à faire. Poser la question, attendre l'explication, dissiper le malentendu. Mais je ne l'ai pas fait, parce qu'au fond de moi, j'avais peur que ce ne soit pas un malentendu. J'ai enfilé mon manteau, pris les clés de la voiture et noté l'adresse sur un morceau de papier. Pour la première fois en 30 ans de mariage, je suis partie chercher une vérité sans prévenir mon mari. Parce que certaines vérités, on préfère les découvrir seul, avant de décider si on veut les partager. L'adresse m'a menée dans un quartier que je ne connaissais pas, un de ces endroits où la ville semble avoir oublié de se renouveler. L'immeuble se dressait devant moi, gris, usé par les décennies. Pas laid, simplement vieux, comme une histoire qu'on a cessé de raconter. Je suis restée quelques instants dans la voiture, moteur éteint, à observer les fenêtres. Certaines avaient des rideaux, d'autres des plantes sur les rebords. Des signes de vie. Mais je ne savais pas encore laquelle était la nôtre. La nôtre. Le mot résonnait étrangement dans ma tête. En poussant la porte du hall d'entrée, j'ai été frappée par l'absence. Pas de silence. Le silence, c'est encore quelque chose. Non, c'était l'absence d'odeur. Dans un immeuble habité, il y a toujours des traces. Café du matin, détergent, cuisine d'un voisin. Ici, rien. Juste l'air stagnant d'un lieu traversé, mais jamais vécu. J'ai monté les escaliers lentement. Au 3e étage, j'ai trouvé la porte. Numéro 12. Aucune plaque de nom, aucune marque distinctive. Juste une porte comme les autres, peinte d'un beige administratif. J'ai posé ma main dessus. Le métal était froid. Je n'avais pas de clé, évidemment. Alors j'ai fait ce qu'on fait dans ces moments-là. J'ai sonné chez les voisins. La femme du 11 m'a ouvert avec méfiance. Quand je lui ai demandé qui habitait à côté, elle a eu ce geste. Hausser les épaules avec une sorte de lassitude polie. Personne, elle a dit. Personne depuis des années. Peut-être même jamais pour ce qu'elle en savait. Elle avait emménagé il y a 15 ans. L'appartement était déjà vide. J'ai insisté. Mais quelqu'un payait bien les charges, non? Elle a hoché la tête. Oui, quelqu'un payait. Régulièrement, jamais de retard. C'était même étrange. Elle a ajouté, comme si quelqu'un avait peur que l'appartement disparaisse si les paiements s'arrêtaient. Peur que l'appartement disparaisse. Cette phrase m'a accompagnée dans la descente. En passant devant la boîte aux lettres de l'appartement 12, j'ai remarqué qu'elle était vide. Pas de courrier, pas de publicité, pas même ces prospectus qu'on trouve toujours. Comme si personne n'existait à cette adresse. Ou comme si quelqu'un veillait à ce que rien ne s'accumule. Dehors, la lumière déclinait. Je me suis adossée contre le capot de la voiture
et j'ai regardé l'immeuble une dernière fois. Quelque part là-haut, derrière cette fenêtre sans rideau, il y avait un espace que mon mari finançait depuis 30 ans. Un espace vide, un espace qui respirait l'attente. Et moi, je ne savais même pas ce qui l'attendait. Il m'a fallu 3 jours pour obtenir l'accès à l'appartement. 3 jours pendant lesquels j'ai menti à mon mari sur mes absences, inventé des rendez-vous médicaux, des courses qui prenaient plus de temps que prévu. J'ai fini par me présenter au syndic avec une copie du relevé bancaire et une histoire à moitié vraie. Ils ont hésité, puis accepté. Peut-être parce que j'avais l'air d'une épouse trompée qui cherchait des preuves. Ce n'était pas faux. Quand la porte s'est ouverte, la première chose que j'ai cherchée, c'était l'odeur d'une autre femme. Ce parfum étranger, cette trace de présence qui trahit les doubles vies. Mais il n'y avait rien, juste l'odeur neutre d'un espace fermé trop longtemps. L'appartement était petit. 2 pièces, une cuisine, une salle de bain. Tout était propre, presque trop. Les murs blancs, le parquet sans poussière. Quelqu'un venait ici pour entretenir, pas pour vivre. C'était évident dans chaque détail. Pas de vêtements dans la penderie, pas de brosse à dents dans la salle de bain, pas de vaisselle dans les placards, pas même un livre oublié sur une étagère. J'ai ouvert les tiroirs de la cuisine, vides, ceux de la chambre, vides aussi. Dans le placard de l'entrée, quelques cintres métalliques suspendus dans le vide. C'est à ce moment-là que ma colère a commencé à se fissurer. Une maîtresse laisse des traces. Elle vit, elle respire. Elle occupe l'espace. Elle a des habitudes, des objets fétiches, des photographies. Elle existe quelque part entre les murs qu'un homme finance pour elle. Mais ici, personne n'existait. J'ai marché lentement d'une pièce à l'autre, cherchant désespérément un indice, n'importe quoi qui expliquerait ces 30 années de paiement. Une lettre, un reçu, un nom griffonné quelque part. Rien. Alors j'ai compris quelque chose qui m'a fait plus peur que la jalousie. Mon mari ne payait pas pour cacher une liaison. Il payait pour maintenir quelque chose en vie. Ou plutôt pour empêcher quelque chose de mourir complètement. Dans le salon, la lumière de fin d'après-midi entrait par la fenêtre sans rideau et dessinait des rectangles pâles sur le parquet. C'était une lumière d'attente, une lumière de suspension. Comme si cet appartement ne vivait pas dans le présent, mais dans un entre-deux, entre l'existence et l'oubli. Je me suis assise par terre, dos contre le mur blanc et froid. Pour la première fois, j'ai eu peur de ce que j'allais découvrir, parce que ce n'était pas une histoire d'amour caché. C'était quelque chose de plus lourd, quelque chose qui obligeait un homme à payer en silence pendant 3 décennies, quelque chose qui ressemblait à une dette. C'est en cherchant une prise électrique pour recharger mon téléphone que j'ai remarqué le rebord de la fenêtre. Il était légèrement soulevé, comme si le bois avait gonflé avec l'humidité, ou comme si quelqu'un l'avait ouvert, puis mal refermé. J'ai glissé mes doigts dans l'interstice. Le panneau s'est détaché facilement, révélant un espace creux. À l'intérieur, une chemise cartonnée beige, du genre qu'on utilisait dans les administrations, il y a des décennies. Le carton était taché par le temps, les coins écornés. J'ai posé la chemise sur le sol et je me suis agenouillée devant elle, comme devant quelque chose de sacré ou de dangereux. Les premiers documents étaient des feuilles dactylographiées, des procès-verbaux, des convocations, des dates du début des années 90, cette période où tout semblait possible et où les règles changèrent en chaque semaine. J'ai reconnu le ton administratif, froid, impersonnel, celui qui transforme les vies en numéros de dossier. Puis j'ai vu le nom, Hélène Morin, un nom que je n'avais jamais entendu,
Un nom qui n'avait jamais été prononcé dans notre maison, jamais glissé dans une conversation, jamais mentionné lors d'un dîner ou d'une fête. Un nom complètement absent de notre vie commune. Pourtant, ce nom revenait dans chaque document, toujours associé à des termes juridiques que je comprenais mal. Mise en examen, substitution, arrangement à l'amiable, clôture sans suite. Et, à plusieurs reprises, un autre nom apparaissait en marge, griffonné au stylo bleu, celui de mon mari. J'ai continué à lire, lentement, essayant de reconstituer le puzzle. Il y avait eu une affaire, une histoire liée à une entreprise, des transactions mal documentées, des soupçons de fraude. Mon mari était impliqué, pas comme organisateur, mais comme celui qui avait signé des papiers qu'il n'aurait pas dû signer. Peut-être par naïveté, peut-être par confiance mal placée. Les documents ne donnaient pas ces détails-là. Ce qui était clair, c'était la suite. Quelqu'un devait porter la responsabilité. Et cette personne, c'était Hélène Morin. Dans un document daté de novembre 1994, j'ai trouvé un procès-verbal où elle reconnaissait avoir agi seule, de sa propre initiative, sans impliquer d'autres personnes. Une phrase soulignée au crayon « Accepte la totalité des charges retenues contre elle ». Elle avait pris la faute, entièrement, volontairement. Mon mari était mentionné dans une note finale comme « témoin entendu, mis hors de cause ». Puis plus rien. L'affaire s'était refermée sur elle seule. J'ai cherché d'autres documents, espérant trouver une explication, une lettre, n'importe quoi qui dirait pourquoi. Pourquoi une femme accepterait de détruire sa vie pour en sauver une autre? Mais il n'y avait rien de plus, juste des tampons administratifs, des signatures illisibles, et ce silence de papier qui entoure les vies effacées. J'ai refermé la chemise, et je suis restée immobile, les mains posées dessus. Mon mari n'avait pas payé pour une maîtresse. Il n'avait pas payé pour un secret honteux. Il payait pour une femme qui avait accepté de disparaître à sa place. Je suis rentrée chez moi avec la chemise cartonnée cachée dans mon sac. Pendant le trajet, j'essayais de me représenter cette Hélène Morin. À quoi ressemblait-elle? Quel âge avait-elle en 1994? 30 ans? 40? Était-elle mariée? Avait-elle des enfants qui attendaient son retour? Ces questions tournaient dans ma tête comme des oiseaux enfermés. Le lendemain, j'ai commencé mes recherches. Discrètement, sans éveiller les soupçons de mon mari, qui continuait sa vie comme si de rien n'était, comme il l'avait fait pendant 30 ans. J'ai d'abord cherché sur Internet. Hélène Morin. Un nom courant, trop courant. Des dizaines de profils sur les réseaux sociaux, des notices nécrologiques, des articles de presse locaux. Mais aucune ne correspondait aux dates, aucune ne semblait être la bonne. Alors je suis allée plus loin. J'ai contacté les archives départementales, prétextant une recherche généalogique. J'ai fouillé dans les registres d'état civil, les annuaires anciens. Et c'est là que j'ai compris l'ampleur du vide. Hélène Morin existait administrativement jusqu'en 1995. Ensuite, pas plus rien. Pas de changement d'adresse, pas de nouvelle inscription, pas de traces professionnelles. Comme si elle s'était volatilisée, ou comme si on l'avait fait disparaître. En creusant encore, j'ai fini par trouver une brève mention dans un journal local de l'époque. Un entrefilet de quelques lignes sur un jugement rendu. Son nom. Une peine avec sursis. Puis cette phrase qui m'a glacée. A quitté la région. Destination inconnue. Destination inconnue. J'ai imaginé cette femme sortant du tribunal, sa vie réduite en cendres, son nom désormais associé à une faute qu'elle n'avait peut-être pas commise. Où était-elle allée? Avait-elle refait sa vie ailleurs, sous un autre nom? Ou avait-elle simplement disparu dans ces interstices de la société
Où l'on cesse d'exister vraiment? L'appartement prenait un autre sens maintenant. Ce n'était pas un secret honteux. C'était un point d'ancrage. Le seul endroit où Hélène Morin existait encore, au moins sur le papier. Tant que les charges étaient payées, tant que l'adresse était active dans le système, elle n'avait pas complètement disparu. Mon mari avait maintenu cet appartement en vie, comme on entretient une tombe. Non pas pour elle. Il ne savait probablement même pas si elle était encore vivante. Mais pour ne pas effacer complètement ce qu'elle avait sacrifié. Je me suis demandé ce qu'il s'était dit. S'il s'était marlé après le jugement. Probablement pas. Ces arrangements-là se font dans le silence. On ne remercie pas quelqu'un qui vous sauve en se détruisant. On ne trouve pas les mots pour cette dette-là. Alors on paye, mois après mois, année après année, pour qu'un fragment d'existence persiste quelque part, pour qu'un nom continue à figurer sur une liste, dans un registre, sur une boîte aux lettres, pour que la disparition ne soit pas totale. J'ai passé plusieurs nuits à réfléchir aux mécanismes. Pas seulement aux motivations de mon mari, celles-là, je commençais à les comprendre, mais aux rouages administratifs qui rendaient tout cela possible. Pourquoi maintenir un appartement vide pendant 30 ans? Qu'est-ce que cela empêchait vraiment? La réponse m'est venue en consultant d'anciens articles sur les affaires judiciaires des années 90. À cette époque, le système était encore fragile, les bases de données mal connectées, les archives en transition entre le papier et l'informatique. Les dossiers classés pouvaient être rouverts si de nouveaux éléments apparaissaient, si quelqu'un posait les bonnes questions. L'appartement n'était pas un cadeau fait à Hélène Morin. C'était une assurance. Tant que les charges étaient payées, tant que l'adresse restait active dans les registres, le dossier dormait. L'appartement créait une fiction administrative, celle d'une vie ordinaire, d'une personne installée quelque part, d'une normalité qui décourageait toute investigation. Personne ne cherche quelqu'un qui semble exister tranquillement dans un appartement du 3e arrondissement. Mais si les paiements s'arrêtaient, l'appartement deviendrait vacant. Il y aurait des questions, des recherches pour retrouver le propriétaire ou l'occupant, des vérifications dans les anciens dossiers, et peut-être quelque part dans ce processus, le nom d'Hélène Morin ressurgirait. Avec lui, toute l'affaire. Mon mari ne payait pas pour des mètres carrés. Il payait pour le silence du système. J'ai essayé d'imaginer comment il avait vécu avec ça. Chaque mois, quand il programmait le virement automatique, pensait-il à elle? Ou était-ce devenu un geste si habituel qu'il ne le remarquait même plus? Comme payer l'électricité ou l'assurance voiture. Un prélèvement parmi d'autres. Sauf que celui-ci avait un poids différent. Ce n'était pas une facture. C'était une dette morale qui ne s'éteignait jamais. Parce qu'on ne peut pas rembourser quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour vous. On peut juste continuer à payer, même si la personne n'en profite pas, même si elle ne saura jamais, même si elle est peut-être morte depuis longtemps. C'était son mode de survie, sa façon de ne pas s'effondrer sous le poids de ce qu'il devait à une étrangère. Je me suis souvenu de toutes ces années où je l'avais trouvé distrait parfois, absent. Ces moments où son regard se perdait et où je me demandais à quoi il pensait. Peut-être pensait-il à elle, à cette femme qui avait dit oui quand elle aurait dû dire non, qui avait signé des papiers qu'il avait rayés de l'existence. Et moi, pendant tout ce temps, j'étais là, dans notre appartement bien réel, avec nos photos au mur et nos habitudes rassurantes. Je vivais dans la lumière pendant qu'une ombre payée mensuellement persistait quelque part dans un immeuble gris. J'aurais pu continuer à faire semblant, ranger la chemise cartonnée, oublier l'appartement, revenir à notre vie d'avant.
Mais quelque chose en moi avait changé. Je ne pouvais plus le regarder de la même façon. Chaque geste quotidien, quand il lisait le journal, quand il préparait le café, me semblait chargé d'un poids invisible. Ce n'était pas de la colère. Pas encore. C'était une forme d'étrangeté. Comme si j'avais vécu 30 ans avec un inconnu qui portait le visage de mon mari. Pendant plusieurs jours, j'ai observé. J'ai guetté un signe, une faille, un moment où il mentionnerait quelque chose. N'importe quoi qui me donnerait une ouverture. Mais il ne disait rien. Il continuait sa routine avec cette régularité qui m'avait toujours rassurée et qui maintenant me mettait mal à l'aise. Un soir, je l'ai surpris dans son bureau, face à l'écran de l'ordinateur. Il consultait ses comptes bancaires, comme il le faisait toujours en fin de mois. J'ai vu défiler les lignes, les virements habituels, et puis celui-là, au milieu, l'appartement. Il est passé dessus sans ralentir, sans s'arrêter. Un mouvement du doigt sur la molette de la souris, et c'était déjà derrière lui. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce n'était pas qu'il cachait quelque chose. C'était qu'il avait appris à vivre avec, au point que ça ne le perturbait même plus. Comme on apprend à vivre avec une cicatrice, avec une douleur chronique, qu'on finit par ne plus remarquer. Mais pourquoi ne m'en avait-il jamais parlé? Pas au début, je pouvais comprendre. Mais après 10 ans? Après 20? Quand nous avions traversé des épreuves ensemble, quand nous nous étions dit tant de choses, pourquoi garder celle-là? J'ai imaginé différentes explications. Peut-être avait-il peur de mon jugement, peur que je le voie comme quelqu'un de faible, quelqu'un qui avait laissé une autre personne payer à sa place, peur que je perde le respect que j'avais pour lui. Mais plus j'y réfléchissais, plus je sentais que c'était autre chose. Il n'avait pas peur de ma colère. Il avait peur de ma compréhension. Parce que si je comprenais, si j'acceptais, alors je deviendrais complice de ce silence. Je porterais le poids avec lui. Et il ne voulait pas me faire porter ça. Il voulait que je continue à vivre dans l'innocence de ne pas savoir. C'était son fardeau à lui, sa culpabilité, sa dette, son fantôme. Et il l'avait porté seul pour me protéger. Non pas de la vérité elle-même, mais de la charge morale qu'elle imposait. Pendant 30 ans, il avait choisi de vivre avec cette solitude plutôt que de me l'imposer. Et maintenant que je savais, je ne pouvais plus faire marche arrière. Je faisais partie de l'histoire malgré moi. J'étais devenue gardienne d'un secret que je n'avais pas demandé à connaître. Ce soir-là, je me suis couchée à côté de lui en silence. Dans le noir, j'entendais sa respiration régulière. Je me suis demandé s'il dormait vraiment ou s'il faisait semblant, comme moi. 2 personnes dans le même lit, séparées par un appartement vide et une femme disparue. Au début, j'étais en colère. Une colère froide, celle qui ne fait pas de bruit mais qui ronge de l'intérieur. Pas à cause de l'argent. Nous n'en avions jamais manqué. Et ces virements mensuels n'avaient jamais mis notre vie en péril. Non, j'étais en colère à cause du mensonge. Ou plutôt du non-dit. De ces 30 années où j'avais cru partager une vie entière avec quelqu'un. Alors qu'une partie de lui restait verrouillée dans un compartiment auquel je n'avais pas accès. Je me suis surprise à rejouer mentalement des scènes banales de notre quotidien, mais avec ce nouveau savoir en arrière-plan. Les dimanches matins où nous restions au lit, à discuter de tout et de rien. Les vacances où nous marchions des heures en silence confortable. Les dîners avec des amis où ils racontaient des anecdotes de jeunesse, toujours les mêmes, soigneusement sélectionnées. Combien de fois avais-je pensé le connaître par cœur? Mais la colère, je l'ai découvert, ne tient pas longtemps face à quelque chose de plus profond. Elle s'est lentement érodée pour laisser place à autre chose. Quelque chose de plus sombre, de plus vertigineux. La peur.
Pas la peur de ce qu'il avait fait. Pas même la peur de ce qu'il me cachait encore. Peut-être. Non, c'était la peur de réaliser que l'intimité d'un couple, même après 3 décennies, reste une illusion partielle. Que l'on peut dormir à côté de quelqu'un chaque nuit, connaître ses habitudes, ses manies, ses gestes tendres, et pourtant ne pas avoir accès aux régions les plus obscures de son âme. Cette peur-là me réveillait la nuit. Je le regardais dormir et je me demandais combien d'autres secrets. Pas forcément des secrets de cette ampleur, mais des petites zones d'ombre, des pensées qu'il ne partagerait jamais, des regrets qu'il garderait pour lui jusqu'à la fin. Et moi? Qu'est-ce que je lui avais caché sans même m'en rendre compte? Quelle partie de moi-même avais-je gardée enfouie pour préserver une certaine image de notre couple? La peur a aussi une autre dimension, celle de comprendre qu'il avait porté ce poids seul pendant si longtemps. J'essayais d'imaginer ce que c'était que de vivre avec une telle culpabilité, mois après mois, année après année, sans jamais pouvoir en parler. Même pas à la personne censée être la plus proche. Quel genre de solitude était-ce? J'ai commencé à remarquer des détails que je n'avais jamais vus auparavant. Ces silences, parfois, qui duraient un peu trop. Sa façon de fixer un point dans le vide, quand il croyait que je ne le regardais pas. Ces micro-absences que j'avais toujours attribuées à la fatigue ou à la distraction. Maintenant, je savais. Il n'était pas distrait. Il était ailleurs, dans cet appartement vide, avec le fantôme d'Hélène Morin. Et le plus terrifiant, c'était de réaliser que si je n'avais pas trouvé ce relevé bancaire, si je n'avais pas poussé cette porte, j'aurais continué ma vie, sans jamais savoir. J'aurais vieilli à ses côtés en croyant tout connaître de lui. Et au moment de sa mort, peut-être, en triant ses affaires, j'aurais découvert la vérité. Ou peut-être jamais. Cette pensée me glaçait. Combien de vies partagées reposent sur des fondations trouées? J'ai attendu le bon moment. Ou peut-être que je repoussais simplement l'inévitable. Mais un soir, alors qu'il rentrait du travail et posait ses clés sur la console de l'entrée, avec ce geste machinal que je connaissais par cœur, j'ai dit simplement que j'étais allée à l'appartement. Je n'ai pas précisé lequel. Je n'en avais pas besoin. Il s'est figé. Pas longtemps, juste une seconde. Mais dans cette seconde, j'ai vu 30 ans de silence se fissurer. Ses épaules se sont affaissées légèrement, comme si un poids invisible qu'il portait depuis des décennies venait soudain de doubler. Son visage a vieilli. Pas métaphoriquement, réellement. Les rides autour de ses yeux se sont creusées. Sa mâchoire s'est durcie. Il a vieilli de 10 ans en une fraction de seconde. Il ne m'a pas demandé de quoi je parlais. Il ne m'a pas demandé comment j'avais su. Il n'a pas feint la surprise ou l'incompréhension. Il a juste hoché la tête, lentement, et s'est assis sur le canapé. J'ai attendu qu'il parle, qu'il s'explique, qu'il se défende. Mais il n'a rien fait de tout ça. Il est resté là, les mains posées sur ses genoux, le regard fixé sur le tapis. Comme s'il avait attendu ce moment pendant 30 ans, et maintenant qu'il était là, il ne savait plus quoi en faire. Finalement, il a dit quelque chose qui m'a désarçonnée. Il a dit que si je l'avais découvert, c'est que c'était le bon moment, que peut-être il avait inconsciemment voulu que je trouve, que garder ce secret était devenu trop lourd, mais qu'il n'avait jamais trouvé le courage de me le dire lui-même. Puis il a ajouté cette phrase qui a tout changé. Si je lui avais raconté plus tôt, j'aurais regardé différemment. Non pas avec mépris ou colère, mais avec une forme de pitié qu'il ne pouvait pas supporter. Ou pire, avec admiration, comme s'il était un héros tragique. Alors que tout ce qu'il voulait, c'était être normal à mes yeux. Être juste un mari ordinaire,
pas quelqu'un qui traînait le fantôme d'une femme sacrifiée. Il ne voulait pas être défini par sa dette. J'ai compris alors que son silence n'était pas une trahison envers moi. C'était une forme de protection, non pas pour me protéger de la vérité, mais pour protéger notre relation de ce qu'elle serait devenue, si cette vérité avait toujours été présente entre nous. Il voulait que notre vie soit légère, même si la sienne ne l'était pas. Il m'a aussi demandé si je pouvais vivre avec ça maintenant que je savais. Non pas vivre avec le fait qu'il avait caché quelque chose, mais vivre avec le poids de ce qu'Hélène Morin avait fait pour lui. Parce que maintenant, moi aussi, je portais cette dette. Elle était devenue nôtre. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne savais pas quoi dire. Parce que la vraie question n'était pas de savoir si je pouvais lui pardonner. C'était de savoir si je pouvais continuer à l'aimer en connaissant cette part sombre, cette zone d'ombre qui faisait aussi partie de lui. Et la réponse, je l'ai trouvée dans son regard fatigué, dans ses mains qui tremblaient légèrement, dans cette vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Oui, je pouvais. Les jours suivants, nous n'avons pas beaucoup parlé de l'appartement. Mais il était là, entre nous, d'une manière différente, plus comme un secret honteux, mais comme une présence acceptée, un troisième occupant invisible de notre vie commune. J'ai pensé à ce qu'il fallait faire maintenant que je savais. La solution rationnelle aurait été de vendre. L'appartement valait quelque chose, même dans ce quartier oublié. Nous aurions pu récupérer une partie de tout cet argent investi pendant 3 décennies. Utiliser cet argent pour nous, pour nos projets, pour notre retraite qui approchait. Mais à chaque fois que cette pensée traversait mon esprit, quelque chose en moi résistait. Cet appartement n'était pas de l'immobilier. Ce n'était pas un investissement raté ou une dépense inutile. C'était un mémorial. Le seul endroit au monde où Hélène Morin existait encore, au moins en tant qu'adresse dans un registre, en tant que ligne dans un document administratif. Si nous vendions, si nous cessions les paiements, elle disparaîtrait complètement. Son nom s'effacerait des derniers systèmes qui le conservaient. Elle deviendrait ce qu'elle était déjà presque devenue. Une personne qui n'avait jamais existé. Et quelque chose dans cette idée me semblait insupportable. Je ne connaissais pas cette femme. Je ne la connaîtrais jamais. Je ne savais pas si elle avait été bonne ou mauvaise, si son sacrifice avait été motivé par l'amour, la culpabilité, la manipulation ou la simple peur. Je ne savais même pas si elle était encore vivante quelque part, sous un autre nom, dans une autre vie. Mais elle avait fait quelque chose qui avait permis à mon mari de continuer à vivre. Et par extension, elle avait permis notre mariage, notre vie commune, tout ce que nous avions construit ensemble. Sans elle, sans ce geste dont je ne comprendrais jamais vraiment les motivations, rien de tout cela n'aurait existé. Je lui devais donc quelque chose. Nous lui devions. Un soir, j'ai dit à mon mari que nous devions garder l'appartement. Il m'a regardé longuement, et j'ai vu quelque chose se détendre dans son visage. Peut-être du soulagement, peut-être de la reconnaissance, peut-être simplement la paix de savoir qu'il ne porterait plus ce fardeau seul. Nous avons décidé d'y aller ensemble, quelques semaines plus tard. Pas pour y vivre, pas pour le transformer, juste pour être là, dans cet espace qui avait tâté pendant si longtemps le gardien silencieux d'une histoire que nous étions maintenant 2 à connaître. Quand nous sommes entrés, il a posé sa main sur le mur blanc, ce geste simple et solennel. Et j'ai compris que pour lui, c'était une forme d'adieu, ou peut-être de remerciement, au mur qui avait maintenu l'illusion d'une existence, au vide qui avait protégé un nom de l'oubli total. Nous sommes restés 10 minutes, peut-être moins. Puis nous sommes partis,
l'appartement continuerait d'exister. Vide, mais pas inutile. Monument que personne ne visiterait, tombe sans corps, mémoire sans image. Et désormais, je serai gardienne de ce lieu avec lui. Pendant des mois après cette découverte, j'ai réfléchi à ce que signifiait vraiment connaître quelqu'un. J'avais toujours pensé que l'intimité d'un couple reposait sur la transparence totale, sur l'absence de secrets, sur cette illusion rassurante qu'on peut lire l'autre comme un livre ouvert. Mais la vie m'avait enseigné autre chose. Mon mari n'était pas devenu quelqu'un de différent. Il était exactement la même personne que j'avais épousée, que j'avais regardée vieillir à mes côtés pendant 30 ans. Simplement, je voyais maintenant les strates que je n'avais pas perçues auparavant. Les profondeurs sous la surface lisse du quotidien. Et peut-être que c'était ça, la vraie intimité. Non pas tout savoir, mais accepter qu'il y ait des zones d'ombre, des régions de l'autre qu'on ne visitera jamais complètement, des douleurs portées en silence, des culpabilités qui ne se partagent pas avec des mots. J'ai compris que j'avais eu peur de la mauvaise chose. Ce qui m'avait terrifiée, ce n'était pas le secret lui-même, mais l'idée que je ne le connaissais pas vraiment, que notre vie commune était une construction fragile, bâtie sur de l'ignorance. Mais j'avais tort. Notre vie n'était pas fragile. Elle avait résisté à 30 ans de silence. Elle avait survécu à la révélation. Elle continuait, différente peut-être, mais pas brisée. Ce qui m'avait manqué, pendant toutes ces années, ce n'était pas la vérité sur Hélène Morin. C'était cette vulnérabilité que mon mari me montrait maintenant. Cette faille dans son armure de normalité. Cette part de lui qui n'était pas forte, pas parfaite, pas héroïque, juste humaine. J'ai aussi réalisé que j'avais mes propres silences. Pas aussi lourds, pas aussi dramatiques, mais des petits mensonges par omission, des pensées que je n'avais jamais partagées, des regrets que je gardais pour moi. Nous avions tous les deux construit notre vie commune, en laissant certaines portes fermées. Et peut-être que c'était nécessaire. Peut-être que l'amour n'était pas de tout dire, mais de savoir quand se taire et quand parler. De protéger l'autre de certaines vérités, jusqu'à ce qu'elles puissent être entendues. Les mois ont passé. L'appartement est toujours là, dans ce quartier que je ne visite plus. Les paiements continuent, automatiques, invisibles. Mais maintenant, quand je vois la ligne sur le relevé bancaire, je ne ressens plus de colère ni de peur. Je ressens quelque chose de plus étrange, de la gratitude envers une femme que je ne connaîtrai jamais, et une forme de paix d'avoir découvert que l'amour n'est pas fait de transparence totale, mais de la capacité à rester après avoir vu l'autre dans toute sa complexité. 30 ans, j'ai cru connaître mon mari. Maintenant, je sais que je ne le connaîtrai jamais entièrement, et c'est exactement pour ça que je reste.